Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mon travail, bien entendu. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que la réinformation puisse mieux circuler et cela permet de soutenir cette chaîne. En tous les cas, merci à tous pour cela. Et une dernière chose avant que nous commencions concernant YouTube. Vérifiez bien, vous les youtubeurs abonnés, que vous êtes toujours abonnés à ma chaîne, puisque YouTube a tendance quelquefois à désabonner mes abonnés. Donc vérifiez que c'est bien le cas, que vous avez cliqué aussi sur la petite cloche qui vous permet d'avoir toutes les notifications, donc que vous sachiez qu'il y ait une nouvelle vidéo qui sort. Donc ça, c'est très important. Vérifiez donc tout cela. Voilà, c'était mes derniers mots sur ce sujet-là. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 2 novembre 2024 avec comme titres principaux, bien entendu, tout d'abord la chute de Selidovo qui a été prise par les forces armées russes et qui leur permettent de déverrouiller un verrou leur permettant d'atteindre la ville de Pakrovsk, qui est l'endroit le plus important du front puisque c'est un nœud logistique absolument énorme qui permet à l'Ukraine d'approvisionner militairement l'oblast de Donetsk et l'oblast de Zaporojye. Donc très très important pour les Russes de prendre Pakrovsk et pour les Ukrainiens de conserver Pakrovsk. Cela dit, Selidovo a été prise relativement rapidement et là ça s'est précipité énormément en une semaine, tout simplement parce qu'il y a eu une retraite de l'armée ukrainienne de Selidovo. Donc est-ce qu'il va se passer la même chose à Pakrovsk? Tout a lieu de penser que ça va être la même chose. Nous allons voir ça en vidéo et en article. Vous allez voir, c'est absolument édifiant. Ensuite, en deuxième titre principal, nous allons voir l'affaire des soldats nord-coréens présents en Russie. Alors, on n'a toujours aucune preuve concrète, ni de la part des Ukrainiens, ni de la part des États-Unis, mais en tous les cas, beaucoup d'affirmations dans les grands médias, des affirmations même du gouvernement américain, toujours aucune preuve de montrer. Donc, concernant l'affaire des soldats ukrainiens, nous allons voir ça en long, en large, en travers, avec beaucoup d'articles. Cela va être très intéressant. Et évidemment, tout le monde se pose la question, y a-t-il vraiment des soldats nord-coréens à Koursk? Parce que maintenant, on n'en est plus à se demander s'il y en a vraiment en Russie, alors qu'on devrait se poser la question, vu que, je le répète encore une fois, ça fait 2 semaines d'affilée que j'en parle dans les points sur l'Ukraine, on n'a aucune preuve, puisque la seule vidéo de quelques secondes qui est montrée dans les médias en boucle, c'est une vidéo où on voit des soldats à l'ère asiatique et qui viennent du ministère de la Défense russe. Donc si c'était un secret, pourquoi cette vidéo a été montrée à tous? Bon, bref, alors peut-on penser que ce sont des Nord-Coréens? C'est possible, on ne peut pas dire que c'est faux, mais il y a énormément de soldats à l'ère asiatique dans l'armée russe, ne l'oublions pas. Sans compter qu'il y a eu des exercices de Laotiens avérés cette fois avec des preuves vidéo, photographies en Russie, un petit peu avant cette annonce qu'il y ait des soldats nord-coréens en Russie. Bref, mais la question qui reste la plus importante, c'est est-ce qu'il y a des soldats nord-coréens qui se battent à Koursk? Alors Boudanov, le chef du SBU, affirme qu'il y a 2600 soldats à Koursk et qu'il va y en avoir bientôt 10 000 qui vont se battre à Koursk. Évidemment, s'ensuit la question, est-ce que les soldats nord-coréens vont venir se battre en Ukraine? Et oui, grande question, parce que si jamais des soldats nord-coréens iraient se battre en Ukraine, cela poserait de gros problèmes au niveau des lois de la guerre
internationale. Mais bon, bref, nous verrons cela en détail avec des articles, bien sûr. Autre sujet principal, on a le problème de recrutement de l'armée ukrainienne, bien évidemment, mais ça fait plus d'1 an que je vous parle de cela. Là, le problème qui se présente, le plus énorme, le plus saillant en ce moment, c'est le fait des désertions massives côté ukrainien et des soldats ukrainiens qui se rendent massivement, donc qui sont faits prisonniers par les Russes. Donc voilà le problème le plus terrible. Alors ça s'ajoute avec d'autres problèmes, problème de l'approvisionnement en munitions, en équipement, etc. Donc c'est absolument terrible côté ukrainien. Donc bien entendu, nous allons voir ça en article, et surtout l'article principal, c'est celui d'El País, qui est absolument édifiant, puisque le nombre de déserteurs qui a été répertorié par le gouvernement ukrainien est absolument énorme, hein. On est à 100 000 environ depuis le début du conflit russo-ukrainien. Bon, nous allons voir tout cela en détail et bien entendu, il y aura la conclusion, la carte militaire à ne pas manquer, bien sûr, parce que cette vidéo, comme tous les points sur l'Ukraine, est en 3 parties. Les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, commençons. Là, on va voir 2 courts extraits de LCI qui vous montrent que les grands médias, et en particulier LCI, se réveillent en panique. Alors, pendant des mois et des mois, ça a été le phénomène de la grenouille ébouillantée, parce que les Russes avancent tout doucement, puisque c'est une guerre d'attrition qui dure depuis plus de 2 ans maintenant. Et comme il n'y a pas de percée énorme, et bien, encore une fois, comme le phénomène de la grenouille ébouillantée, pour les médias, ils se disent pour l'instant ça va. Voilà. Ou aussi, une autre image que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui se jette du 6e étage, par exemple, et qui, à chaque étage passé en tombant, il dit « pour l'instant ça va, pour l'instant ça va », sachant qu'il va s'écraser. Et bien là, pour revenir à la grenouille, c'est-à-dire les médias, ils se rendent compte qu'ils vont mourir ébouillantés, entre guillemets, les médias. Donc comme ils s'en rendent compte, là ils commencent un petit peu à paniquer. Parce que au bout d'un moment, les Russes avancent certes lentement, mais jour après jour, ils prennent des villages, des petites villes, etc. Bref, nous allons voir ça en images et après je vous ferai ma petite analyse. Regardez ces images, c'est la localité de Solidovo, une des localités emblématiques de ces progressions mineures en termes strictement territoriaux, sont souvent des petites villes, voire même des villages, mais il se passe là quelque chose comme un basculement. Voilà, donc là déjà, là ils montrent des images très très symboliques et ils osent titrer le rouleau compresseur russe dans le Donbass. Alors d'habitude, c'est toujours quelque chose de péjoratif concernant l'armée russe. Là, c'est la première fois que je vois quelque chose qui montre que les Russes mènent pour l'instant. Parce que évidemment, pour les médias, la guerre est encore incertaine. Peut-être qu'il y aura encore une victoire, hein. Voilà, c'est comme ça que les grands médias occidentaux pensent encore. Bien qu'ils savent très bien en réalité ce qu'il en est sur le terrain, sauf qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire la vérité. On va voir un autre extrait très intéressant. Alors là, je voulais vous montrer un très court extrait de Didier François, ce grand reporter, qui parle de l'importance de Selidovo. Alors il en parle de manière extrêmement courte, mais c'est tellement rare que les grands médias parlent de Selidovo et de son importance, c'est tellement rare que je voulais vous montrer ce moment rarissime. Et juste après, je vous fais ma petite analyse. Ukrainien. La perte du village de Selidovier récemment est un problème parce que ça risque d'ouvrir non pas la route sur le nord et Pokrovsk et Kramatorsk, etc., mais la route vers l'ouest et vers Zaporijjia qui à ce stade n'est pas
défendu de manière... Enfin, il n'y a pas de ligne de défense arrière. Et c'est ça qui inquiète dans la situation tactique aujourd'hui sur l'avancée russe dans ce secteur-là. Alors voici la carte militaire afin que vous puissiez mieux vous situer. Et on va voir où se trouve la ville de Selidovo. Et on va voir qu'elle se trouve dans l'oblast de Donetsk, donc Zoumont. Et là, vous pouvez voir Selidovo, qui est ici. En rouge, là, c'est la ligne de front. Ce que vous pouvez voir en rouge, c'est la ligne de front. Alors, j'en profite pour vous rappeler que la carte militaire est en fin de vidéo, afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le front. Ne manquez pas la carte militaire en fin de vidéo. Donc, Selidovo, qui est ici. Alors pourquoi Selidovo, on ne cesse d'en parler là dans les médias? Pour trois raisons principales. Alors tout d'abord, Selidovo, c'était, parce que maintenant ça ne l'est plus, c'était un verrou stratégique, exactement comme Tchassivial, mais de moindre importance quand même que Tchassivial. Alors Selidovo, très important puisque c'était le verrou qui permet l'entrée vers Pakrovsk. Voilà, Pakrovsk qui est un énorme hub logistique, qui est l'endroit, au moment où je vous parle, le plus important de tout le front de plus de 1000 km. C'est l'endroit le plus important, puisque c'est le plus gros hub logistique qui alimente en fait toute la région de Donetsk et toute la région de Zaporojia, mais aussi la région nord, bien entendu, Kramatorsk, Slaviansk, etc. Donc, Pakrovsk, c'est la prise ultime au moment où on parle sur le front. En deuxième endroit, le plus important, on a Tchassivial. Alors, pourquoi Tchassivial? Parce que ça n'a pas d'importance logistique, vraiment, mais c'est le plus grand verrou du front qui va mener les Russes à Kramatorsk et Slaviansk. Mais là, c'est une autre histoire. Revenons à Selidovo. Et qu'est-ce qui bloquait l'arrivée des Russes à Pakrovsk? C'était Selidovo. Et Selidovo vient de tomber. Alors, je vous ai dit que en première importance, c'était le verrou que représente Selidovo, mais aussi Selidovo était une petite place forte, évidemment beaucoup plus petite qu'Ougledar. C'était une sorte de petite forteresse. Et Selidovo, en son sein, a une mine de charbon. Donc cette mine de charbon est extrêmement importante pour l'Ukraine puisque c'est du charbon de très haute qualité qui permet par exemple de faire de l'acier de très haute qualité. Donc c'est un charbon très très important pour l'industrie ukrainienne et là les Russes sont emparés de cette mine de charbon qui est vraiment très importante. Donc la prise de Selidovo va non seulement amener les Russes vers l'entrée de Pakrovsk, mais aussi ça leur permet de mettre la main sur cette fameuse mine de charbon dont certains médias parlent. Et d'ailleurs je vais vous montrer ça juste après. Et enfin on va parler du troisième avantage pour les Russes d'avoir pris Selidovo, c'est simplement l'avantage militaire. Puisque outre le fait que ça va leur permettre de prendre Pakrovsk vers le sud, ils vont avoir une autoroute pour aller plein ouest, parce que ici il n'y a strictement aucune défense, il y a strictement rien, pour prendre la ville qui est leur cible, moi c'est ce que je lis dans les rapports russes, de Novopavlivka. Donc ils vont se diriger ici. C'est ce que j'ai lu dans les rapports russes. Donc avantage là cette fois purement militaire, purement tactique quant à l'avancée. Là un article extrêmement intéressant du journal ukrainien Nenka Info, qui est un journal basé à Kiev, qui nous dit « Selidovo est resté sans combat. Les forces armées partent faute d'équipement et de munitions. Nos sources à l'état-major affirment que l'armée ukrainienne a quitté la ville de Selidovo sans hostilité active. Les dernières unités des forces armées ukrainiennes ont quitté la ville et l'ont en fait rendue sans combat.
Le manque d'équipements et de munitions en quantité suffisante, ainsi que la faible motivation des militaires en raison des conditions difficiles, sont devenus les principaux facteurs de cette retraite. Syrski perd le contrôle de la situation. Syrski, c'est le chef d'état-major, car les commandants sur le terrain décident eux-mêmes de se retirer de leur position. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi Selidovo a été libéré si rapidement en une semaine. Vous avez vu la carte militaire précédemment, vous avez vu que les forces armées russes la semaine dernière n'avaient pas, et de loin, pris entièrement Selidovo, et en quelques jours, ils l'ont pris entièrement, et cela s'explique grâce à cet article. En fait, il y a eu une retraite des commandants sur le terrain qui ont désobéi aux ordres, parce que c'est de plus en plus le cas, hein, comme je vous l'avais montré dans le journal Financial Times qui avait interrogé 5 commandants ukrainiens qui disaient que il y a de telles désertions, de tels abandons de postes que cela permettait aux Russes d'avancer de plus en plus vite. Là, c'est directement confirmé par un journal ukrainien. Donc les commandants là sur le terrain à Selidovo ont décidé de faire une retraite, de se retirer, et ce qui a permis aux Russes de prendre très facilement Selidovo. Et pour finir, concernant le cas de Selidovo, je vais prendre un article du Moscow Times, qui est le grand journal dissident anti-gouvernement russe, et pourtant qui est publié en Russie. Bref, donc The Moscow Times qui nous dit « L'armée russe annonce avoir capturé la ville clé de Selidovo dans l'est de l'Ukraine ». 29 octobre, ça a été repris d'un article de l'AFP. Et donc là, on nous dit que mardi, des forces russes ont capturé la ville de Selidovo dans l'est de l'Ukraine dans le cadre d'une offensive plus large visant à s'emparer du centre logistique voisin de Paklovsk. C'est tout à fait exact. La ville abritait la seule mine de charbon de la région de Donetsk, encore sous contrôle de Kiev. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai montré ça parce que c'était le seul article que j'ai pu voir qui parlait de l'importance de la mine de charbon à Selidovo. Et donc, je voulais vous montrer ça. Donc, c'est très succinct par rapport à ce que moi, je vous ai déjà expliqué concernant cette mine de charbon. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur le cas de Selidovo. Maintenant, on va passer à l'affaire des soldats nord-coréens. Donc, on commence avec un article du New York Times qui nous dit « L'Ukraine se prépare à une attaque russe avec des troupes nord-coréennes ». Plusieurs milliers de soldats nord-coréens sont arrivés dans la région occidentale de Kursk, en Russie, où ils devraient soutenir les efforts de Moscou pour déloger les forces d'invasion ukrainiennes. Alors je rappelle à tous que Kursk, c'est l'oblast de Kursk, à l'extrême sud de la Russie et à l'extrême nord de l'Ukraine, et qu'il y a eu une attaque ukrainienne sur Kursk le 6 août de cette année, c'est-à-dire 2024. Voilà, ça c'était pour mettre un petit peu de contexte. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans dans cet article? Eh bien, on lit, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a confirmé lundi que des troupes nord-coréennes avaient été déployées à Kursk, affirmant qu'il s'agissait d'une extension dangereuse de la guerre. Des responsables ukrainiens et américains ont déclaré la semaine dernière que plusieurs milliers de soldats nord-coréens étaient déjà arrivés dans la région de Kursk. Donc, en gros, ils reprennent ce qu'avait dit Zelensky, c'est-à-dire que 2600 soldats nord-coréens se trouvaient déjà à Kursk. Alors, 2600 soldats nord-coréens, comment le savent-ils? Comment savent-ils même qu'il y a des soldats nord-coréens en Russie? On ne le sait pas, car ni le Pentagone, ni l'Union européenne, ni l'Ukraine, ni la Corée du Sud n'a présenté le moindre début de preuve. Aucune photo, aucune vidéo, etc.
Alors certes, il y a une petite vidéo qui circule montrant des soldats à l'air asiatique dans une caserne en Russie. Donc ça c'est vrai, ça circule, les grands médias reprennent cela, mais rien nous prouve que ce sont des soldats nord-coréens. Absolument rien. Et comme ça vient du ministère de la Défense russe, cette vidéo qui a été reprise, bah, dans ces cas-là, si c'était secret pour les Russes, voilà ce que laisse entendre l'OTAN, bah, pourquoi cette vidéo aurait été diffusée par les Russes? Et oui, alors faut pas oublier qu'il y a énormément de soldats russes qui ressemblent à des Asiatiques. Et qu'il y a eu, et ça c'est extrêmement avéré, il y a eu des forces du Laos qui ont été envoyées en Russie, et ça c'est une information avérée. Ces soldats du Laos pour être formés en Russie. Voilà. Alors, étaient-ce des soldats en réalité laotiens? Voilà. Alors le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve, absolument zéro preuve. Donc, faudrait qu'il nous donne une preuve. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible, etc. Pas du tout. Peut-être qu'il y a des milliers de soldats nord-coréens en Russie, peut-être qu'il y en a 2600 à Kursk, comme les Ukrainiens le disent, peut-être, mais qu'il nous donne au moins des preuves, quelque chose de tangible. Le problème, c'est qu'on n'a strictement rien pour l'instant. Je continue. Un responsable ukrainien a déclaré lundi que les soldats nord-coréens avaient été déployés dans des camps et vivaient dans des casernes temporaires à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Le responsable, qui s'exprimait sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations militaires internes, a déclaré que les Nord-Coréens n'avaient pas encore rejoint les combats. C'est très précis comme information. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi ce responsable s'exprime sous couvert d'anonymat, responsable ukrainien? Pourquoi? Puisque la plupart maintenant des grands médias disent qu'il y a des soldats nord-coréens en Russie et que c'est avéré, ça a été confirmé par le Pentagone, les États-Unis même, les Sud-Coréens. Alors pourquoi se cacher? Voilà. Bah, parce que si on demandait aux responsables en question précisément, bah, montre-nous les preuves, montre-nous des vidéos, des photos, ben voilà, il y aurait peut-être des problèmes pour fournir tout cela. Je dis ça, je dis rien. Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les troupes nord-coréennes devraient rentrer en opération de combat en début de semaine. Encore une fois, des informations très précises. 2 soldats ukrainiens combattant dans la région de Kursk ont déclaré avoir été avertis par leur commandant qu'un assaut pourrait être imminent. Donc encore une fois, là, on est dans une information qui est très précise. D'où viennent ces informations? Pourquoi tous ces secrets qui nous empêchent de voir des preuves? C'est un peu ennuyant. Les troupes nord-coréennes n'ont pas participé à une guerre depuis les années 1950. Et si elles étaient envoyées au front, elles seraient confrontées à des soldats ukrainiens aguerris. Alors bon, tout ça, oui, je suis d'accord. Sabrina Singh, porte-parole adjointe du département américain de la Défense, a déclaré lundi qu'elle n'avait pas de détails sur le type de troupes envoyées par la Corée du Nord, ni sur le type d'armes dont elle disposait. Ah, c'est dommage. Il nous avait habitués à tout savoir sur ces Nord-Coréens. Viktor Kevliuk, un colonel ukrainien à la retraite qui travaille désormais pour le Centre des stratégies de défense basé à Kiev, a déclaré que la coordination avec les troupes russes s'avérerait également complexe, car ils ne parlent pas la même langue, ont été formés différemment et ne connaissent pas le terrain sur lequel ils combattront. Alors ça c'est bien parce que c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Alors la semaine dernière je ne vous parlais
que du fait que les Nord-Coréens ne parlant pas le russe, que cela allait fortement handicaper les Russes si vraiment il y avait des soldats nord-coréens travaillant pour eux. Voilà. Donc lui, il ajoute qu'ils sont formés différemment et ne connaissent pas le terrain. Bah oui, d'accord. Et enfin, cela pourrait être un énorme casse-tête pour l'armée russe, qui n'est pas habituée à avoir de grandes unités étrangères sous son commandement, a déclaré Wolfgang Ischinger, ancien ambassadeur d'Allemagne à Washington et président de la conférence de Munich sur la sécurité. Bah oui, pourquoi les Russes feraient ça? On ne comprend pas. En plus, on nous dit 2600 soldats nord-coréens à Kursk, c'est extrêmement peu. Extrêmement peu. Donc ça changerait rien en réalité, 2600 soldats. Peut-être, ou ah ouais, des fois, les médias parlent de 10 000, ou certaines entités occidentales militaires parlent de 10 000 soldats nord-coréens en Russie, pas à Kursk, hein. Ils parlent des soldats nord-coréens en Russie. Et donc, ces 10 000 pourraient être envoyés à Kursk. Mais bon, comme l'ont dit Viktor Kevliuk et Wolfgang Ischinger, bah, en gros, les deux disent que ce serait un boulet énorme. Ce serait un boulet énorme. Alors pourquoi les Russes feraient ça? Ben moi je me le demande. Alors ce qui fait que ben, on se pose toujours des questions sur la véracité de leur dire, c'est-à-dire du Pentagone, des Sud-Coréens, de Zelensky, des Ukrainiens. Est-ce vrai tout ce qu'ils disent? Ont-ils vraiment vu des Nord-Coréens allant vers Kursk? Voilà, on en revient toujours à la même question, hein. Et enfin, l'implication de troupes nord-coréennes dans la guerre a suscité des inquiétudes en Occident. Lundi, une délégation de responsables sud-coréens, qui a été la première à annoncer ce déploiement, a informé l'OTAN de la situation au siège de l'Alliance à Bruxelles. Donc c'est les Sud-Coréens vraiment qui sont à fond là-dessus et qui, eux, ils les ont vus, hein. Malheureusement, ils les ont vus, hein, pas pour qu'ils aient dit ça, ils les ont vus, mais ils n'ont rien enregistré. Ils n'ont rien documenté. Ils n'ont rien filmé. Aucune photographie. Rien. C'est très très dommage. Là, on a un article de The Globe and Mail, c'est-à-dire un journal canadien, qui nous dit le Pentagone affirme qu'il n'imposera pas de nouvelles limites à l'utilisation des armes américaines par l'Ukraine si la Corée du Nord rejoint le combat. Alors là, c'est très important à comprendre, parce que quand le Pentagone dit qu'il affirme qu'il n'imposera pas de nouvelles limites, ça ne veut pas dire que les anciennes limites, c'est-à-dire l'interdiction à l'Ukraine de frapper avec des missiles américains en profondeur en Russie, soient tout d'un coup libérées, c'est-à-dire autorisées. Non, c'est les nouvelles limites à l'utilisation des armes américaines par l'Ukraine. Voilà, quand on lit le transcript complet du Pentagone, c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Hein, c'est très très important. Voilà, si la Corée du Nord rejoint le combat. Et vous allez voir qu'en fait, c'est tout dans la nuance, hein. Je vais vous expliquer après. Les États-Unis n'imposeront pas de nouvelles limites à l'utilisation d'armes américaines par l'Ukraine si la Corée du Nord rejoint la guerre de la Russie, a déclaré lundi le Pentagone, alors que l'OTAN a déclaré que des unités militaires nord-coréennes avaient été déployées dans la région de Koursk en Russie. Donc, on comprend, en lisant le transcript complet du Pentagone, que tant que les forces nord-coréennes se battent à Koursk, ben en fait pour les Américains ça ne change strictement rien, puisque le pacte d'alliance entre la Russie et la Corée du Nord fait que la Corée du Nord, dans son alliance avec la Russie, peut défendre le territoire russe. Je dis bien défendre. Évidemment, ça change tout si la Corée du Nord attaque l'Ukraine. Là, dans ces cas-là,
la Corée du Nord devient co-belligérante à fond contre l'Ukraine, et c'est comme si la Corée du Nord était en guerre avec l'Ukraine, tirait autant, si vous voyez ce que je veux dire, mais officiellement contre l'Ukraine. Vous voyez? Donc, tant que la Corée du Nord joue son pacte d'alliance, c'est-à-dire que elle aide à la défense du territoire russe, tout va bien, c'est encore accepté. Par contre, évidemment, au niveau des lois internationales, ça change complètement si la Corée du Nord va sur le territoire ukrainien pour attaquer l'Ukraine, les Ukrainiens. Là, ça change tout. Tant que le pacte d'alliance est respecté, ben, pour les Américains, ça passe encore, parce que c'est tout à fait légal. Donc ça, c'est des notions qu'il faut absolument garder en tête, hein. Ensuite, le deuxième fait, c'est l'OTAN qui déclare qu'il y a des unités nord-coréennes déployées à Koursk. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Mais le Pentagone a refusé de confirmer que les forces nord-coréennes étaient déjà à Koursk. Pourquoi le Pentagone refuse de confirmer les dires de l'OTAN? Alors moi, cela ne m'étonne pas, parce que j'ai lu les transcripts évidemment, et j'ai l'expérience. Le Pentagone a toujours été une entité régulatrice et une entité de raison vis-à-vis d'autres entités beaucoup plus extrémistes, comme la Maison Blanche, la CIA, l'OTAN, et d'autres entités occidentales quelque peu extrémistes, pourrait-on dire entre guillemets. Donc le Pentagone, c'est un petit peu la voix de la raison dans toutes ces entités-là. Alors, pourquoi le Pentagone refuse de confirmer les dires de l'OTAN, alors que si l'OTAN avait toutes les preuves, eh bien le Pentagone se serait fait une joie de confirmer en disant bah oui, on a les preuves. Donc ça maintient le doute quant à de véritables preuves concernant des forces nord-coréennes à Koursk. Là, ça donne même un doute énorme, hein, soyons clairs, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Le Kremlin avait d'abord qualifié de fausses informations les informations sur le déploiement de troupes nord-coréennes. Là, c'est dommage que le journal ne dit pas où, à Koursk ou simplement en Russie. On ne sait pas, mais jeudi, Poutine n'a pas nié la présence de troupes nord-coréennes en Russie et a déclaré que c'était à Moscou de décider la mise en œuvre d'un traité de partenariat avec Pyongyang. Et c'est là, tout est de la faute de Poutine, parce que Poutine laisse traîner le doute. Il n'a pas nié la présence de troupes nord-coréennes en Russie, donc ça laisse planer le doute. Bon, bref, maintenant on va voir un article de Bloomberg. On va finir ce sujet avec un article de Bloomberg du 28 octobre qui nous dit « Les alliés de l'Ukraine ont des options limitées face à l'arrivée des troupes nord-coréennes. La Corée du Sud doit informer l'OTAN lundi de la décision de Pyongyang. Les alliés continuent de surveiller la manière dont la Russie utilisera ses troupes contre l'Ukraine. » Donc ça, ces deux points sont un résumé de l'article. Que lit-on? La décision de la Russie d'envoyer des troupes nord-coréennes pour renforcer ses forces fatiguées par la guerre fait prendre conscience aux alliés de l'Ukraine qu'ils ont peu d'options pour réagir sans aggraver encore davantage le conflit. Alors vous notez la certitude catégorique de Bloomberg quant à des troupes nord-coréennes envoyées combattre aux côtés des forces russes. Eux, la décision de la Russie d'envoyer des troupes nord-coréennes pour renforcer ses forces fatiguées. Il n'y a aucune ambiguïté, aucun doute pour Bloomberg là-dessus. De hauts responsables sud-coréens doivent informer l'OTAN et l'Union européenne lundi à Bruxelles du projet nord-coréen d'envoyer jusqu'à 10 000 soldats en Russie. Au cours du week-end, le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes « Nous avons des options. Cela dépend de ce qu'ils feront. Les États-Unis et leurs alliés vont devoir décider quelle option adopter.
Ils devront décider s'ils vont poursuivre l'escalade après l'intervention de la Corée du Nord qui, selon les responsables, on ne sait pas qui c'est, on suppose qu'ils sont anonymes, marque un tournant dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui s'étend à une échelle de plus en plus mondiale avec davantage d'acteurs extérieurs. Vous notez que Bloomberg est toujours catégorique. Alors, finalement, que peut-on dire? Eh bien, moi, même si je donne l'impression que je n'y crois pas vraiment qu'il y ait des troupes de soldats nord-coréens prêts à aller se battre en Ukraine, ou même à Koursk d'ailleurs, pour moi, j'ai du mal à le croire, mais attention, je n'écarte pas cette possibilité. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, attention. Peut-être que tout est vrai, peut-être qu'il y a des 10 000 soldats nord-coréens qui vont atterrir en Russie, qui vont aller se battre à Koursk, je ne sais pas. C'est possible. Mais dans ces cas-là, qu'on nous montre des preuves. Et comme on dit, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, moi je ne vois rien. Et il n'y a aucun rapport, où que ce soit dans le monde, qui montre quoi que ce soit d'ailleurs. Par contre, il faut se demander à qui profite le crime. Car n'oublions pas que cette histoire de soldats nord-coréens en Russie sert énormément l'OTAN et l'Ukraine. L'Ukraine qui veut une participation directe de l'OTAN dans son pays pour avoir une chance de vaincre la Russie entre guillemets. Voilà, ça c'est le rêve de Zelensky, une participation directe de l'OTAN. Il a utilisé des événements comme ça à plusieurs reprises. Par exemple, souvenez-vous du missile S-300 qui a atterri sur un tracteur en Pologne. Zelensky n'en a jamais démordu, il a toujours accusé la Russie, que la Russie avait attaqué sciemment la Pologne, alors que tout le monde, en premier lieu le Pentagone, a dit que Zelensky mentait entre guillemets et que c'était son propre missile ukrainien qui était tombé en Pologne. Ne l'oublions pas. Donc Zelensky est prêt à tout, évidemment, à tous les mensonges, à tous les trucs possibles et imaginables pour faire entrer l'OTAN directement en conflit avec la Russie. Donc là, ce serait le prétexte pas parfait, mais ce serait un bon début de prétexte pour qu'il ait sa demande absolument essentielle pour lui, c'est-à-dire de frapper la Russie avec des missiles de l'OTAN. Ça, c'est sa demande la plus importante pour Zelensky. Voilà, faut quand même penser à tout cela, que ça sert énormément le narratif et les intérêts ukrainiens de faire monter la sauce, bien évidemment. Et n'oublions pas, pour conclure aussi, le fait que les Nord-Coréens, mais en Russie, comme l'ont dit ces deux experts, ce serait plus un boulet qu'une aide pour la Russie. Donc cela n'a aucun intérêt pour la Russie de faire cela. Voilà, c'était quand même à noter tout cela. Donc en conclusion, nous verrons bien. Là maintenant on va parler du sujet le plus grave côté Kiev, puisque c'est le manque de soldats ukrainiens pour se battre. C'est la chose la plus grave pour Kiev, puisque faute de soldats ukrainiens, l'armée ukrainienne peut s'effondrer tout simplement, naturellement, entre guillemets, sans même que les Russes aient fait quoi que ce soit de spécial, sans même qu'ils aient fait une grande percée ou une grande offensive. Tout simplement, cela peut s'effondrer comme ça, tout seul, du fait du manque de soldats ukrainiens pour se battre. Alors ce problème est multifactoriel, c'est les désertions, les prisonniers qui sont faits par les Russes, des soldats qui se rendent tout simplement, les morts sur le terrain, les blessés graves, et bien entendu les problèmes énormes de recrutement dans l'armée ukrainienne que vous avez déjà même vu de vos yeux, puisque beaucoup sont obligés d'être entre guillemets kidnappés pour aller être envoyés au front, sinon ils trouvent personne.
N'oublions pas déjà les centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'hommes qui ont fui le pays justement pour éviter d'être enrôlés dans l'armée. Donc c'est extrêmement grave et nous allons voir un article qui en parle très très bien, c'est un article d'El País, donc qui nous dit l'Ukraine n'a pas assez de soldats pour arrêter la Russie. Les militaires ukrainiens sur le front de Kourakovié signalent que les effectifs des troupes ont été considérablement réduits, un revers plus grave que le besoin urgent d'armes supplémentaires. Alors bon, là il nous dit que Kourakovié n'est qu'un nom parmi d'autres, mais ce qui est intéressant, c'est que là ce journaliste s'y connaît bien, parce qu'il il va citer plusieurs villes qui sont effectivement les points les plus stratégiques sur le front. Les municipalités voisines comme Pakrovsk, Toretsk, Tchassiviar, Kourakovié, elles-mêmes sont encerclées au nord, au sud et à l'est, ce qui complique les efforts défensifs de l'armée ukrainienne et l'oblige à battre en retraite pour éviter d'être encerclée. Donc tout ça c'est vrai, tout ça c'est vrai. Et là ce n'est pas un hasard qu'il cite ces villes qui sont les plus stratégiques. Pakrovsk, je vous en ai déjà longuement parlé, c'est le plus grand nœud logistique du front. Toretsk, c'est un nœud logistique aussi important, mais plus petit que Pakrovsk. En plus, c'est un petit verrou stratégique. Tchassiviar, c'est le plus grand verrou stratégique du front. Et enfin, on a Kourakovié, qui était la ville qui a été utilisée par Kiev principalement pour bombarder la ville de Donetsk, et ce depuis des années. Et Kourakovié, c'est aussi un nœud logistique à l'image de Toretsk, c'est beaucoup plus petit que Pakrovsk, mais c'est à l'image de Toretsk. Et c'est aussi un petit verrou stratégique. Donc voilà pourquoi ce journaliste parle de ces 4 municipalités qui sont en réalité les plus importantes du front au moment où l'on parle, bien sûr. Je continue. C'est le sort qu'ont connu les villes ukrainiennes d'Avdiivka et d'Ougledar au début de l'année. Nous verrons probablement bientôt Kourakovié subir le même sort, assiégé par les Russes, prévient Yevgeny Tchourbanov, commandant adjoint du renseignement de la 46e brigade aéroportée et vétéran militaire décoré des plus hautes distinctions de l'État ukrainien. Selon Tchourbanov, le plus grand défi pour les forces armées ukrainiennes à Kourakovié n'est pas la supériorité militaire russe ou le manque d'armes, mais le manque de soldats dans son régiment, qui a permis les récentes et incessantes avancées russes. Les soldats des 4 brigades défendant Kourakovié partagent le même constat sombre au cours des 3 jours qu'El País a parcouru dans ce secteur du front. Ils estiment que l'avenir de la guerre s'annonce sombre en raison du manque de remplaçants. Pourquoi reculons-nous? Parce que nous n'avons pas de rotation, nous ne nous reposons pas et nous sommes démoralisés. Ça c'est très important, très très important, explique Shkoda, nom de code d'un officier d'unité antidrone de la 46e brigade. Ce soldat, comme d'autres interrogés la semaine dernière dans cette zone de conflit, fait référence au problème croissant des déserteurs dans l'armée. Le bureau du procureur général ukrainien a rapporté que près de 100 000 désertions ont eu lieu depuis le début de la guerre, dont plus de la moitié cette année seulement, vous imaginez? Plus de la moitié. En réalité, 56 600 qui ont été enregistrés par Kiev, je dis bien par Kiev, il y en a eu 54 600 depuis janvier 2024. Donc c'est complètement gigantesque. Cela représente environ 10% de l'ensemble des forces armées ukrainiennes. Bon, maintenant on va voir une carte d'El País qui est très intéressante et on voit que le journaliste s'y connaît puisqu'il a retranscrit les villes les plus importantes du front, celles qui comptent au moment où l'on parle. On a Kupiansk au nord où les Russes sont à 2-3 km, ça va être absolument terrible, Kupiansk étant une ville extrêmement importante. Une fois que Kupiansk sera prise,
eh bien ce sera facile pour les Russes ensuite de monter sur Kharkov, qui est encore plus au nord. Bref, on a Toretsk, évidemment, qui est un petit nœud logistique et un petit verrou, zone quand même très importante. On a Paklovsk, dont on ne cesse de parler, qui est l'endroit le plus important du front, le plus important de loin, parce que c'est un nœud logistique absolument énorme qui permet de contrôler qui permettait à l'Ukraine de faire un approvisionnement dans tout l'oblast de Donetsk qui est ici et de Zaporijie qui est ici. Donc c'est absolument énorme comme nœud logistique. Là, on a Koulakovier, qui était aussi un nœud logistique, mais beaucoup plus petit que Paklovsk, et aussi un verrou stratégique. Donc ça, c'est comme Toretsk, hein, c'est un peu la même situation que Toretsk, hein, petit nœud logistique, petit verrou stratégique. Ben là, c'est pareil pour Koulakovier. Et Koulakovier bombarde Donetsk depuis des années, hein. Des années. Donetsk, c'est ici, hein. Donetsk, c'est là. Bref, Koulakovier, très important, et Zaporijie, hein, comme je vous le dis sur les cartes militaires depuis plusieurs semaines, là il y a des forces armées qui s'agglutinent de manière massive, et je pense qu'il va y avoir un assaut très important sur Zaporijie, mais ce n'est que mon opinion. Bref, carte très intéressante, hein. Je continue. Alexander, officier de la 119e brigade des forces de défense territoriale, révèle qu'une rébellion de masse a eu lieu à Koulakovier, impliquant la 116e brigade qui a refusé de suivre les ordres et a ensuite été transférée à Soumy, où étaient dirigées les opérations pour l'incursion ukrainienne dans la province russe de Kursk, dans l'oblast de Kursk. Donc vous voyez, là on a carrément une rébellion, une brigade. Vous imaginez-vous la 119e brigade, vous imaginez une rébellion de masse. Donc c'est terrible, hein. Et ensuite on a la 116e brigade qui a refusé de suivre les ordres. Vous imaginez, hein. En outre, un incident très médiatisé a impliqué 100 soldats de la 123e brigade qui ont abandonné leur position à Ougledar. Ougledar, qui était une ville symbolique absolument énorme, la dernière véritable forteresse ukrainienne qui restait sur le front et qui a été prise il y a peu de temps par les Russes, et symbole énorme pour les Ukrainiens qui a démoralisé beaucoup l'armée ukrainienne, hein, la prise de Ougledar qui était considérée comme, par les Ukrainiens comme invincible, invulnérable tout du moins. Voilà, donc la 123e brigade abandonné leur position. Donc imaginez-vous, 119e, 116e, 123e, des brigades, hein. Voilà, quelques jours seulement avant que la ville ne soit occupée par les forces russes début octobre. Ces soldats ont pris cette mesure drastique pour protester contre le fait d'avoir été affectés à une défense apparemment suicidaire, sans formation ni armement adéquat. Et ça, c'est depuis, pas le début de la guerre, mais j'ai envie de vous dire depuis presque 2 ans, c'est comme ça. Sauf que ça s'est fait à bas bruit au début. Alors vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis 2 ans et demi, vous le savez depuis au moins 2 ans, puisque je vous disais les localités où ça commençait à être comme ça, parce que évidemment les soldats ne veulent pas se suicider devant une mort certaine. Voilà, on n'est plus en 1945, hein. La vie quand même est importante. Même la vie d'un soldat est importante, hein, faut pas l'oublier quand même. Et donc, ils ont préféré suivre et désobéir aux ordres. Le problème, c'est que les ordres, c'est comme ça. Donc, les ordres ne changent pas. Zelensky, Selsky, et même Zaloujny au début, hein. Bon, après Zaloujny, il a changé d'avis, et c'est pour ça qu'il a énormément protesté publiquement, et c'est aussi pour ça qu'il a été viré en tant que chef d'état-major et qui maintenant il est devenu ambassadeur ukrainien à Londres.
Donc vous voyez, c'est extrêmement grave tout ça, et en fait c'est ce qu'il y a de pire pour l'armée ukrainienne, c'est le fait qu'il y a un manque d'hommes, et ce manque d'hommes va faire, comme je vous l'ai dit en titre, mais évidemment ce n'est que mon opinion, mais je pense que ça va se finir comme cela, puisque c'est mécanique, par un effondrement naturel, sans même que les Russes fassent quoi que ce soit de spécial, comme je l'ai dit au début de ce sujet-là. Donc c'est la guerre d'attrition faite par les Russes dans toute sa splendeur, qui n'a cessé d'être, pour les Russes, merveilleusement efficace sur le terrain. Et là, on en voit les fruits ultimes. Donc pour les Russes, tout marche exactement comme prévu. Là maintenant, on va voir un article de Hromadske, qui est un journal ukrainien, qui nous dit « Le nombre de recrues a diminué de 40%. L'état-major confirme la baisse de la mobilisation. Actuellement, le nombre moyen de formations simultanées de recrues dans les centres de formation est d'environ 20 000 personnes. Il y a quelques mois, ce nombre atteignait près de 35 000 personnes. » Par ailleurs, le député du peuple, Roman Kostenko, a déclaré récemment que le niveau de mobilisation avait diminué après plusieurs mois d'application de la loi. C'est la loi qui a été abaissée de 27 à 25 ans pour l'enrôlement. Il estime donc qu'il est nécessaire de prendre des mesures radicales, par exemple abaisser l'âge de la conscription. Donc là, ce Roman Kostenko se retient, puisque dans des rapports qu'il a fait précédemment, dans des déclarations, pardon, lui, il voulait abaisser l'âge de la conscription à 18 ans. Alors évidemment, la Rada, qui avait déjà eu beaucoup de mal à baisser de 27 à 25 ans, que ça passe à 18 ans, là ça me semble impossible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut le fonctionnement de l'État ukrainien. S'il n'y a plus d'hommes pour faire fonctionner l'État ukrainien, l'État ukrainien s'effondre tout simplement. Donc oui, techniquement, militairement, ça ferait sens de baisser à 18 ans, mais déjà que l'État ukrainien a énormément de mal, ne serait-ce qu'à fonctionner, parce qu'il y a presque plus d'hommes, hein, entre guillemets bien sûr. Là, si on abaisse à 18 ans, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a même plus d'étudiants, quoi. Donc ça devient absolument ridicule s'ils font ça. À mon avis, ils ne le feront jamais. Mais bon, bref, nous verrons bien. Donc vous voyez que même un journal ukrainien, maintenant les langues se délient. Avant, c'était absolument impossible de voir des journaux comme ça apparaître, parlant d'un quelconque problème dans l'armée ukrainienne. Ça se voyait jamais, ou presque jamais, à des rares exceptions près. Là, maintenant, j'en vois tout le temps. Moi qui lis beaucoup de journaux ukrainiens, j'en lis 6 ou 7 maintenant, là, on en voit de plus en plus, hein, des récriminations contre Kiev quant à ce qui se passe dans l'armée. Donc c'est très intéressant, le nombre de recrues baisse, mais ça, c'était vraiment pas une surprise. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des chiffres exacts et que ça paraît dans un journal ukrainien. Ces problèmes de recrutement, de désertion, de prisonniers qui se rendent, etc., etc., font que cela a des conséquences terribles. Et là, on va voir une députée très très connue de la Rada, dont je vous parle quasiment chaque semaine, c'est-à-dire la dissidente Mariana Bezuglaya. Mariana Bezuglaya, qui faisait partie du Conseil de sécurité ukrainien, donc elle participait aux réunions d'état-major. Donc elle nous avait révélé de grands secrets ukrainiens que je vous avais révélés, puisqu'elle est publiée sur son compte Twitter. Donc là, encore une fois, elle fait parler d'elle. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que un cinquième de tous les médecins de première ligne sont maintenant envoyés comme troupes d'assaut, tant la pénurie de troupes est grande dans les forces armées ukrainiennes. Donc là, je vous traduis comme je peux. Donc là, elle nous dit que le général des forces armées a ordonné le transfert d'un cinquième des médecins des hôpitaux militaires vers les brigades d'infanterie.
Et donc nous avons des problèmes avec la qualité et le volume des soins médicaux dans le système des forces de commandement médicaux. Et le chef d'état-major a décidé de créer un effondrement ici aussi. Alexander Stanislavovitch, donc ça c'est en fait c'est Alexander Stanislavovitch Sierski, hein, donc a fait exprès de ne pas utiliser son nom complet. Est-ce qu'il n'y a pas assez de problèmes pour vous du fait de votre génie quant aux décisions sur le front? Le général des services médicaux, Kazmierczuk, êtes-vous au moins capable d'essayer de contrer d'une quelconque manière que ce soit ces décisions? Est-ce que le commandant des forces médicales n'est qu'un barbier de la cour? J'aime bien Mariana Bezuglaya. Bon, bref, elle dénonce encore une fois de graves malfonctions au sein de l'armée. Et comme d'habitude, elle incrimine le général Sierski sans incriminer Zelensky. Elle incrimine jamais Zelensky parce que officiellement, elle est pro-Zelensky, hein, malgré tout. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a toujours pas été tuée, qu'elle n'a pas été emprisonnée. Mais bon, c'est quand même assez bizarre, cette liberté de ton que l'on laisse à Mariana Bezuglaya. Bon, d'un autre côté, c'est une députée, certes. Mais vous voyez que, bon, évidemment, c'est grave. Là, on est carrément à envoyer un cinquième des médecins militaires se battre sur le front. C'est absolument terrible. Alors, je vais conclure le sujet du manque de soldats ukrainiens qui fait que le front s'effondre littéralement sous nos yeux, pour toutes les raisons que j'ai déjà dites. Et là, on va finir très fort avec une carte qui est en fait une petite vidéo qui a été créée par Deep State. Deep State, c'est une chaîne ukrainienne militaire qui a été créée pour la propagande militaire. Mais comme vous l'avez vu, pour ceux qui me suivent depuis un moment, les médias ukrainiens commencent à dire la vérité de manière massive. Même à la télé ukrainienne, hein, je vous ai montré dans mes précédents points sur l'Ukraine des extraits de télévision ukrainienne où on dit carrément la vérité. Avant, c'était interdit. Après, il y a eu de plus en plus de médias ukrainiens qui ont commencé à dire la vérité. Maintenant, il y a presque plus de contraintes de censure quant aux médias ukrainiens. Là, ça parle de partout. Bref, je reviens à cette carte. Vous allez voir une carte qui vous montre les progressions des forces russes sur toute cette partie du front du 1er février 2024 à environ le 20 à peu près, ça s'arrête au 20 novembre, 20-25 novembre. Donc vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Soyez attentifs sur la fin surtout, parce que sur la fin, vous allez voir une accélération foudroyante des avancées russes. Et là, ils ont pris qu'une partie de la carte, mais la partie la plus chaude, hein, c'est la partie Donetsk ici et Zaporijie un peu plus ici. C'est là où les avancées russes sont les plus importantes. Et maintenant, imaginez-vous, parce que là, vous le voyez surtout sur Donetsk, mais ça va se répercuter sur tout le front. On peut l'extrapoler comme ça, hein, ce qui vous montre un effondrement énorme. Et c'était ici, et j'en finis là avant de vous montrer la vidéo, qu'il y avait les plus grandes forces ukrainiennes. C'est là où il y avait les plus grandes forces ukrainiennes. Donc une fois que ça tombe, c'est fini, puisque c'est ici qu'il y avait presque toutes les forces ukrainiennes. Alors vous allez me dire, maintenant il y a Kursk. Oui, mais Kursk, ça y est, c'est fini, Kursk, c'est en train de disparaître. Donc pour vous situer, avant que je vous montre vraiment la vidéo, ici vous voyez Ougledar, là Kurakovier avec Donetsk,
Donetsk qui est ici, Avdiivka, hein, quand elle n'était pas prise à l'époque, le fameux Avdiivka. Donc voilà, ça c'était pour vous situer. Donc la ville de Donetsk est ici, Avdiivka, Kourakovier, Ougledar. Et maintenant, soyez attentifs à la vidéo, surtout à la fin, où vous allez voir l'accélération foudroyante de l'armée russe qui s'explique tout simplement par des retraits de l'armée ukrainienne qui n'obéissent plus aux ordres, tout simplement, à tous ceux qui se rendent aussi, aux désertions. Voilà, donc des retraites massives, des désertions et ceux qui se rendent. Voilà comment on peut expliquer l'avancée foudroyante de l'armée russe. Je vous laisse voir ça, soyez très attentifs. Donc ça commence au 2 janvier 2024 et ça se finit vers le 20 novembre à peu près 2024 aussi. Vous pouvez voir que l'avancée est lente au début. Ça s'accélère, alors ça commence surtout vers le nord. Hein, puisque ça a commencé à l'effondrement d'Avdiivka. Hein. L'accélération s'est faite quand Avdiivka est tombé. Et là, vous voyez la foudroyante accélération. Cette petite vidéo faite par Deep State, qui est une chaîne militaire ukrainienne, est très édifiante. Alors maintenant, on va passer aux informations diverses. Et pour les informations diverses, on va commencer avec un article de Politico qui nous dit « Zelensky fustige la Maison-Blanche pour avoir divulgué au New York Times un plan de missile secret. Cela signifie donc qu'entre les partenaires, il n'y a rien de conventionnel ?» s'interroge le dirigeant ukrainien à ses alliés américains. Alors Zelensky est furieux qui a eu cette fuite qui a été faite, à mon avis, exprès par la Maison-Blanche, puisque, bien évidemment, l'Occident abandonne l'Ukraine, comme je vous le dis depuis plus d'un an maintenant, 1 an et demi en réalité. Donc, sauf que l'abandon se fait tout doucement, hein, et là, le fait qu'il y a eu cette fuite, évidemment, de choses totalement top secrètes, entre l'Ukraine et les États-Unis, il n'y a pas de hasard. Encore une fois, ça fait partie de l'abandon progressif de l'Occident vis-à-vis de l'Ukraine. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On va juste lire ça, hein, puis on va s'arrêter là. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé mercredi avoir demandé aux États-Unis des missiles longue portée Tomahawk. Hein. Alors évidemment, on n'est plus du tout sur les attaques MS, parce que Zelensky, comme je vous l'ai expliqué il y a déjà 3 semaines, Zelensky veut vraiment taper en profondeur, hein, c'est ce qu'il a demandé à Joe Biden, qui a refusé à 3 reprises, donc un attaque MS pouvant frapper à 300 km, ayant une portée de 300 km, c'est le type d'attaque MS qu'on donnait à l'Ukraine, hein, c'était de portée de 300 km. Là maintenant, il a demandé des Tomahawks. Alors les Tomahawks, il y en a plein de sortes, hein, des Tomahawks. Et là, les Tomahawks restants, ce sont de très vieux missiles, hein, les Tomahawks, bon, évidemment, qui ont été mis à jour. Là, comme moi, je suis abonné à des magazines militaires américains. Les Tomahawks mi-2024, donc vers juin, août à peu près 2024, ça valait environ 4,5 millions de dollars. Et il faut savoir qu'un Tomahawk, quand il a des charges conventionnelles, il ne peut pas aller au-delà de 1104 km de portée. Bref, je continue. Donc les Tomahawks pour aider à vaincre la Russie et à critiquer la Maison-Blanche pour avoir divulgué des secrets aux médias américains. Donc vous voyez là, Zelensky le dit carrément, hein, bon, la fuite, elle n'est pas accidentelle bien évidemment. Les Tomahawks peuvent voler jusqu'à 1500 km et permettraient à l'Ukraine de frapper des cibles au plus profond de la Russie si les États-Unis l'autorisent. Ce qui est un élément clé du soi-disant plan de victoire de Kiev pour repousser le dirigeant russe Vladimir Poutine. Zelensky
cependant était mécontent des informations sur la demande de Tomahawk divulguée au New York Times pour un article dans lequel un haut responsable américain anonyme décrivait la demande ukrainienne comme totalement irréalisable. Et oui, ce responsable américain a raison. Évidemment, jamais les États-Unis ne donneront des Tomahawks à l'Ukraine pour frapper en profondeur la Russie. Là, déjà que les attaques MS n'ont jamais frappé la Russie, hein, à part la Crimée, etc. Mais la Russie en elle-même, non, jamais un attaque MS n'aurait été autorisé pour frapper la Russie en elle-même. Donc des Tomahawks qui ont une portée bien plus grande, environ 5 fois plus grande, non, c'était juste irréalisable et là je suis entièrement d'accord avec ça. Là on a Global Data qui nous dit: le Kremlin prévient que la nouvelle usine d'armes allemande en Ukraine est une cible légitime. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à TASS que l'usine militaire de Rheinmetall, récemment ouverte en Ukraine, était certainement une cible légitime. Rheinmetall, basé à Düsseldorf, est l'un des plus grands fabricants d'armes au monde et également le producteur le plus performant d'obus d'artillerie 155 mm, devenu essentiel pour l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Bien évidemment que Rheinmetall va être la cible de l'armée russe, bien sûr. Donc, je vous en ai parlé déjà à maintes reprises il y a quelques semaines de cela et des mois de cela, hein, du fait de l'ouverture d'usines d'armement occidental en Ukraine. Je vous avais dit qu'elle serait la cible de l'armée russe, que ce serait une cible absolument évidente et en plus très facile à détruire. Donc le fait que l'Allemagne ait ouvert une usine Rheinmetall en Ukraine est absolument ridicule, parce que tout cela pour rien, car il y a de très fortes probabilités qu'elle soit détruite d'ici la fin du conflit. Nous verrons bien. Là, je vais vous montrer une vidéo très intéressante qui fait suite à la vidéo que je vous avais montrée la semaine dernière de Lindsey Graham, ce sénateur républicain, qui disait que l'Ukraine avait une valeur pour les États-Unis d'environ 12 000 milliards de dollars en richesses agricoles, en métaux rares, en minéraux, etc. Et donc les États-Unis devaient faire en sorte que l'Ukraine gagne la guerre, afin que les États-Unis puissent utiliser ces ressources ukrainiennes. C'était dit librement, je vous ai montré la vidéo la semaine dernière. Eh bien c'est marrant, parce que là la télévision allemande reprend exactement les dires de Lindsey Graham, et ce journal allemand, et particulièrement ce journaliste, Christoph Wanner, dit que l'Ukraine ne peut pas être abandonnée en raison des vastes richesses minérales qu'elle possède. Regardons cela ensemble. Christoph, und warum genau ist diese Region so wichtig? Alors là, la journaliste demande: mais pourquoi cette région est importante, donc l'Ukraine? Also der Donbass ist natürlich äußerst rohstoffreich. Wir wissen alle von... Donc là, le Donbass est extrêmement riche en matériel brut. Nous savons tous qu'il y a déjà le charbon. Kohle, wir wissen auch alle von Gasvorkommen, gerade bei Slawiansk. Das ist alles... Il y a des réserves de gaz, et spécialement à Slawiansk. Das ist noch unter ukrainischer Kontrolle im Augenblick, soweit ich weiß, diese Gasfelder. Aber vor allem geht es auch, und da ist der Mais il y a aussi richtige la Reichtum véritable richesse de der l'Ukraine, um sogenannte kritische Rohstoffe, avec des matériaux bruts critiques, wie zum Beispiel seltene Erden, comme le lithium, le cobalt, le tungstène. Kobalt, Wolfram. Und genau in der Nähe von Kurachowa, wenige Kilometer. Alors là, évidemment, près de Kourakovié. Tiens, on revient toujours à cette ville, Kourakovié, dont je vous ai longuement parlé déjà. Westlich liegt ein kleiner Ort, der heißt Shevchenko. Und da ist wohl das größte Lithiumfeld. Donc près de Shevchenko, il y a le plus grand champ de lithium d'Europe. Förderstätte in Europa. Gewaltige Reichtümer. Und da wollen die Russen hin und sind noch circa
12 Kilometer östlich davon entfernt. Und natürlich wissen auch die westlichen Länder um diese Reichtümer und Et évidemment, ah bah tiens, et naturellement, les Occidentaux veulent mettre la main dessus. Et Lindsey Graham, alors là c'est marrant qu'il parle de Lindsey Graham, der amerikanische le republikanische sénateur Senator hat américain, das unlängst in einem Interview gesagt. a dit récemment dans une interview, et là il va parler de l'interview que je vous ai montré la semaine dernière. In der Ukraine vermuten wir kritische Rohstoffe in einem Wert von 10. Voilà, que la valeur de tout cela est estimée entre 10 et 12 trillions de dollars américains, c'est-à-dire, en coupant la poire en deux, environ 11 000 milliards de dollars américains. Bis 12 Billionen US-Dollar. Und dann sagt Graham, warum sollten wir diese Rohstoffe den Russen überlassen? Voilà, et que Lindsey Graham avait dit que nous devrions laisser tout cela aux Russes? Non, bien sûr. Diese dann ohnehin nur an die Chinesen weitergeben. Voilà, bon, bref, c'est extrêmement intéressant comme vous pouvez le voir, et ça vient d'une chaîne Telegram. Voilà, donc vous pouvez voir, tout commence à se révéler, hein, les vraies intentions de Washington, du pourquoi de l'invasion entre guillemets russe de l'Ukraine, et comment elle a démarré, et pourquoi elle a démarré par un coup d'État, par le non-respect des accords de Minsk, par la fortification de l'Ukraine en vue de la future guerre avec la Russie. Maintenant, vous comprenez les raisons profondes. Ce n'était pas qu'une histoire d'importance géostratégique, voilà, pour entourer avec un nouveau pays la Russie. Non, ce n'était pas que ça. C'était aussi pour les ressources de l'Ukraine, bien sûr. Là, un article de Quartz Bulletin, qui est un journal économique international, qui nous dit BlackRock et JP Morgan. Alors JP Morgan, c'est une des plus grandes banques américaines, soutiennent un fonds d'investissement de 15 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine. Il faudrait près de 500 milliards de dollars pour reconstruire l'Ukraine. Une coalition d'investisseurs avec le soutien de BlackRock et de JP Morgan souhaite réunir 15 milliards de dollars d'aide pour la reconstruction de l'Ukraine. Au sein d'un nouveau groupe baptisé Ukraine Development Fund, ils soutiennent les investissements des organismes publics et des marchés financiers. Tiens. Le fonds réunira un consortium d'investisseurs pour financer au moins 15 milliards de dollars de travaux de reconstruction dans le pays après 2 ans d'invasion russe. Vous voyez, je vous en ai déjà parlé dans un article qui est sorti du Auckland Institute concernant la spoliation des terres agricoles ukrainiennes, justement par des multinationales comme BlackRock, BNP Paribas, Vanguard, voilà, etc., etc. Vous voyez, c'est un énorme consortium, voilà, qui s'appelle Ukraine Development Fund, c'est-à-dire le fonds de développement pour l'Ukraine. Et voilà, on s'empare de l'Ukraine comme on peut, par tous les moyens possibles, et avec la bénédiction de Zelensky. Bien évidemment, n'oublions pas que Zelensky a déjà reçu dans son cabinet présidentiel à 2 reprises Larry Fink, le président de BlackRock, parce que c'est lui le superviseur général de tout ça quant à la reconstruction de l'Ukraine. C'est lui qui va s'en mettre plein les poches, grâce aux subsides américains donnés par le gouvernement américain, mais surtout de l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui va surtout payer en tout et pour tout pour la reconstruction de l'Ukraine, comme nous l'a dévoilé à plusieurs reprises Ursula von der Leyen. Encore une énième histoire de corruption au sein du gouvernement ukrainien, donc dévoilée ici par Politico. Le procureur général d'Ukraine tombe sur le fil dans une affaire de fausse invalidité. Des dizaines de procureurs ont obtenu des certificats d'invalidité auprès d'une commission médicale corrompue, leur permettant potentiellement d'échapper à la conscription et d'avoir droit à des pensions d'État plus importantes. Et oui, ces certificats d'invalidité étaient payés entre 5 000 et 22 000 dollars par les Ukrainiens.
Voilà, et c'est remonté jusqu'au procureur général d'Ukraine, vous vous rendez compte? Le procureur général d'Ukraine qui tombe. Et évidemment, il y a avec des dizaines de procureurs qui sont impliqués là-dedans. Donc des dizaines de procureurs, une commission médicale corrompue, tout le monde est corrompu jusqu'au procureur général qui évidemment était au courant et en prenait son enveloppe certainement au passage. Donc vous voyez que la corruption en Ukraine, elle est en fait omniprésente, elle est absolument partout, tout est corrompu. Après, faut que les soldats ukrainiens se demandent mais pourquoi il manque d'équipement, pourquoi il manque de financement, etc. hein. Moi, ça fait plus de 2 ans que je vous dis tous les détournements d'armes américaines, européennes, détournement des fonds par les oligarques russes, par les oligarques ukrainiens, les membres du gouvernement, les seigneurs de guerre ukrainiens, la mafia ukrainienne, etc. Je vous l'ai montré et démontré avec des reportages, des articles en nombre. Donc ça n'en finit jamais, ça n'en finit jamais. Et la pression américaine sur Zelensky pour qu'il fasse une police anticorruption, bah, on voit le résultat. Quand tout est corrompu, si les contrôleurs sont eux-mêmes corrompus, comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est une énorme mafia depuis 1992-93 en Ukraine. C'est une énorme mafia. Chacun se tient la barbichette. Comment voulez-vous faire un contrôle ou virer tout le monde? C'est pas possible, puisque tout le monde est placé dans des endroits stratégiques partout. Les grandes entreprises, les banques, les grandes institutions, le gouvernement, la justice. Donc comme chacun se tient par la barbichette, ben évidemment, c'est strictement impossible. Il faudrait virer réellement tout le monde. Mais quand je dis virer tout le monde, je parle physiquement, qu'il n'y ait plus personne. Donc, quand les Russes auront leur victoire et prendront la main, tout du moins sur une partie de l'Ukraine, il y aura une influence russe à Kiev, je le suppose, et ça devrait arranger les choses une fois que les Russes auront le contrôle. Mais bon, est-ce que vraiment les Russes voudront le contrôle de Kiev? Est-ce qu'ils le voudront? Là, on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent faire une fois que la victoire sera à leur portée. Tout cela pose beaucoup de questions sur quel va être l'avenir de l'Ukraine, tout du moins quant à la corruption. Nous verrons bien. Et je finis les articles avec Politico qui nous dit les États-Unis sont très proches de finaliser la part de 20 milliards de dollars du prêt du G7 à l'Ukraine, selon Janet Yellen. Le secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a déclaré mardi que les États-Unis étaient très proches de finaliser une contribution de 20 milliards de dollars à un ensemble de prêts plus large à l'Ukraine qui seront remboursés à partir des revenus générés par les avoirs russes gelés. Nous y sommes à 99%. Nous ne réglons que quelques points relativement mineurs, a déclaré Janet Yellen. Aux journalistes, nous sommes très proches. Alors, pourquoi ils ont autant de mal? Parce que ce qu'ils font est totalement illégal, bien évidemment. Parce que ça fait des mois et des mois qu'ils travaillent là-dessus pour voler les intérêts des avoirs russes gelés. C'est du vol pur et simple. Donc, si jamais ils finalisent leur plan, qui est encore une fois, je le répète, totalement illégal, ça viole toutes les règles de l'économie mondiale, eh bien, à mon avis, il y aura des répercussions. Mais ça prouve que les États-Unis sont des rageux et pour eux, la fin justifie les moyens. Ils savent qu'ils perdent la guerre et pourtant, paradoxalement, ils continuent à donner des dizaines et des dizaines de milliards de dollars ou d'euros, hein, je mélange tout avec l'Union européenne, hein, pour moi c'est l'Occident entre guillemets, puisque l'Occident c'est Washington en réalité, qui est le maître d'œuvre. Donc on continue à injecter en Ukraine tous ces milliards que l'Ukraine ne remboursera jamais, bien évidemment, donc c'est à fond perdu.
sachant que le résultat est de toute manière la défaite. Donc vous voyez, l'État profond, l'Occident, Washington, etc., ne connaît pas la marche arrière. Et tout ça, c'est avec votre argent, avec l'argent des contribuables d'Amérique du Nord et de l'Union européenne. Ne l'oublions pas, et pas que. Hein, il y a 54 pays qui participent à l'aide à l'Ukraine. Donc en réalité, c'est tout un tas de pays dans le monde assujettis à Washington qui donnent de l'argent comme ça par, comment dire, c'est parce que, encore une fois, ils ne veulent pas reconnaître que la Russie a gagné. Uniquement pour cela. Voilà, sachant que de toute manière, ça se finira comme ça. Et dans la douleur. Et je tiens à ajouter que plus ils insistent à vouloir faire la guerre en vain, puisque évidemment c'est totalement vain, hein, c'est ridicule, même c'est grotesque, et bien plus l'armée russe avancera et prendra des terres. Donc j'ai envie de vous dire, eux ils pensent qu'ils font des efforts pour essayer de gagner la guerre, mais en réalité ça arrange bien la Russie tout ça. Parce que plus l'Occident s'acharne, hein, se recroqueville sur cette idée de victoire impossible, bah plus les Russes sont légitimes à prendre toujours plus de territoire. Voilà, c'est comme ça que les Russes le voient. Donc là, le rêve de Poutine, je le suppose tout du moins, c'est-à-dire de prendre l'oblast de Kharkov et d'Odessa, au moins cela, eh bien, plus l'Occident va s'acharner à vouloir continuer la guerre, bah, plus on met sur un plateau d'argent devant Poutine Odessa et Kharkov. Voilà, parce que bah, ça va légitimer aux yeux du monde entier la continuation de l'avancée de l'armée russe. En tous les cas, c'est quelque chose que Washington ne semble pas comprendre et apparemment ne comprendra jamais. Bref, nous verrons bien, peut-être qu'il y aura un déclic du côté de la Maison-Blanche quand Trump sera au pouvoir. Et là, il y aura un véritable changement. Mais pour l'instant, ça continue. Alors, que peut-on dire en conclusion ? Eh bien, la conclusion, comme on l'a vu avec la carte de Deep State, qui est un organe ukrainien militaire, eh bien, c'est que les Russes ne cessent d'accélérer leur avance. Cela s'accélère en permanence. Alors comment cela est-il possible ? Tout simplement parce que le front côté ukrainien s'effondre. Alors pour maintes raisons, les problèmes de recrutement, les problèmes de munitions, les problèmes d'obus, le manque de systèmes antiaériens, le manque de chars, de véhicules blindés. Bref, c'est sans fin au niveau matériel, mais le plus important, c'est au niveau humain. Car au niveau humain, il y a de moins en moins de soldats, soit parce qu'ils meurent, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce que il y a des désertions massives, soit parce qu'ils se rendent massivement. Et c'est ça le plus terrible, en réalité, comme on l'a vu dans la vidéo. C'est le manque d'hommes. Et n'oublions pas, bien sûr, la démoralisation absolument terrible, puisque les soldats ukrainiens ne sont pas idiots. Ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils vont perdre la guerre, même s'ils ne le disent pas dans les médias. Mais au fond d'eux-mêmes, ils se battent, j'ai envie de vous dire, presque par automatisme, parce qu'il le faut, entre guillemets, mais c'est tout, il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'espérance derrière. Ils font juste leur devoir de soldats, c'est-à-dire se battre, mais ils ne sont pas idiots. Il y a bien longtemps qu'ils savent très bien que la guerre est finie. Bref, dans tous les cas, cet effondrement de plus en plus rapide côté ukrainien et qui, je le répète, c'est très important, fait une démoralisation absolument terrible, fait qu'en fait c'est un cercle vicieux dont l'Ukraine ne peut pas s'en sortir à cause de tous les facteurs que je viens de vous citer. Parce que évidemment, plus le temps passe, plus ces facteurs s'aggravent, donc plus l'effondrement s'aggrave, donc plus les Russes accélèrent leur progression, et plus ils accélèrent leur progression, plus l'effondrement côté ukrainien s'aggrave, et plus ils sont démoralisés, plus il y a de désertion, plus il y a de prisonniers. Vous voyez le cercle vicieux, qui est inarrêtable. On ne peut strictement rien faire pour arrêter cela. Donc la victoire russe,
plus le temps passe, plus elle est à portée de main pour Vladimir Poutine, bien évidemment, et cet effondrement qui va être suivi de la victoire va surtout poser beaucoup de questions. Comme je le répète très très souvent, que va faire Vladimir Poutine? Où va-t-il s'arrêter? Va-t-il s'arrêter aux 4 oblasts qui sont déjà considérés comme russes? Ou va-t-il prendre ce dont souvent on parle, c'est-à-dire l'oblast de Kharkov, l'oblast d'Odessa, voire celui de Dnipropetrovsk, qui est juste au sud de Kharkov, ou celui de Nikolaïev, qui est juste à la droite de l'oblast d'Odessa? Ça, ce sont les grandes questions qu'il faudrait se poser, mais dont on n'a aucune chance de connaître la réponse. Donc on a ça, et on a aussi le problème des soldats nord-coréens, puisque le problème des soldats nord-coréens fait couler énormément d'encre. Sont-ils vraiment en Russie? Apparemment, là, de plus en plus de médias disent que oui, ça c'est certain, ils sont en Russie. Alors là où on se pose des questions, c'est sont-ils à Koursk? Et s'ils sont à Koursk, se battent-ils? Se battront-ils? Ou est-ce juste des forces d'élite qui sont à l'arrière et qui aident simplement les Russes? Et in fine, vont-ils aller se battre en Ukraine directement? Tout un tas de questions. Moi, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, je ne crois pas du tout que les soldats nord-coréens iront en Ukraine. Je ne le pense pas du tout, parce que cela poserait de gros problèmes au niveau de la loi internationale, et cela rejaillirait de manière négative sur la Russie. Par contre, la Russie, au maximum, peut se permettre, entre guillemets, que les soldats nord-coréens se battent à Koursk. Mais ça reste un maximum qui ferait que les États-Unis n'interviendront pas. Par contre, et là j'insiste énormément, là la Maison-Blanche a bien dit que les États-Unis donneront énormément de mou à l'armée ukrainienne, c'est-à-dire on comprend, même si c'est pas dit, autorisation de tirs de missiles en profondeur en territoire russe, et peut-être d'autres choses, peut-être même une intervention directement de l'OTAN, si les soldats nord-coréens se battaient en Ukraine. Et ça a été dit par la Maison-Blanche. Mais attention, il ne parlait de tout ça que si les soldats nord-coréens allaient se battre en Ukraine. Alors pourquoi la Russie ferait cela? Bien entendu, jamais. N'oublions pas qu'on revient de loin, parce qu'on a, et je ne cesse de le répéter, aucune preuve qu'il y ait des soldats nord-coréens en Russie, même à Vladivostok. On en parle, beaucoup en parlent, même des blogueurs russes disent qu'il y aurait des soldats nord-coréens à Vladivostok. Moi-même, je vous l'ai dit, mais on n'a aucune preuve. On a zéro preuve, à part cette pauvre vidéo qui sert d'unique preuve et de ce que disent les Sud-Coréens, l'Ukraine et maintenant les États-Unis. Mais aucune preuve. Voilà. Bon, bref, maintenant passons à la carte militaire. Voici la carte militaire, donc on commence toujours par le sud comme d'habitude, et là il y a eu une frappe ukrainienne, loin, avec un drone sur Goudemes, et c'était un camp militaire tchétchène. Donc évidemment les Tchétchènes ne sont vraiment pas contents, mais il n'y a pas eu d'énormes dégâts. Dans les rapports que j'ai lus russes, il n'y a eu aucun mort, et je ne sais même pas s'il y a eu des dégâts en réalité réels. Je sais juste que c'est un camp tchétchène qui a été frappé là, c'est tout ce que je sais. Là, c'est les Russes qui ont frappé dans la région d'Odessa, donc des installations portuaires ici, sur Odessa, et le pont, voilà, de Zotak, voilà, de Zatoka, pardon, le pont de Zatoka. Voilà, donc ça c'est pour perturber les arrivées des navires remplis de munitions, je suppose, de l'OTAN.
C'est ce que je suppose. Alors là, la carte est exceptionnelle aujourd'hui parce que c'est en réponse à ce que je vous avais dit dans la vidéo, c'est-à-dire des avancées absolument énormes et très très nombreuses sur le front concernant les Russes. Donc là, dans la région de Donetsk, il y a eu une avancée. Alors je vais même plus vous citer les villes où il y a eu des avancées, puisque là c'est pas possible, c'est trop nombreux. Donc je vais juste vous montrer vite fait. Là, il y a eu une avancée là, il y a eu une très grosse avancée là. Vous voyez, sur 3 points, énorme avancée. Là, le but des Russes, c'est de prendre Constantinople ici et Andriivka ici. C'est pour ça que j'ai mis des flèches. Là, c'est leur but. Et là, ils vont absolument faire un chaudron ici et enfermer entièrement cette zone-là. Ils vont arriver à enfermer entièrement cette zone-là avec Kurakowie, la fameuse ville Kurakowie. Donc ils sont en train de faire un chaudron terrible. Voilà, je vous ai mis les intentions russes, leurs avancées. Et ils vont prendre ces 2 villes-là qui sont importantes stratégiquement. Et ça leur permettra de couper les zones d'approvisionnement. Là, vous voyez ces routes principales. Ici, ces routes principales, là. Voilà, et ils vont couper tout approvisionnement. Ils ont préféré, plutôt que de faire une tenaille comme ça et comme ça, ils ont préféré, étant donné l'allant qu'ils avaient, carrément de faire un chaudron géant et de faire une tenaille encore plus grande pour être efficace, parce qu'ils savent très bien qu'une fois passé cette zone, il n'y aura plus de résistance. Alors là, plus précisément sur Kurakowie, ça y est, ils sont bien entrés dans la ville de Kurakowie. Il y a eu une avancée notable. Là, une avancée absolument énorme, c'est le sujet de la vidéo. Hein. Selidovo, ici, Selidovo, pardon. Selidovo, énorme avancée. Et pourquoi il y a toutes ces avancées ici, énorme avancée, et pourquoi il y a une énorme avancée là, c'est tout simplement les Ukrainiens qui on peut même plus parler de retraite, là c'est de la fuite, donc ils fuient carrément, on peut même plus parler de retraite, parce que là ce que je vous montre là, ça s'est pas passé en 7 jours, hein. Là ça s'est passé en 2-3 jours, ces avancées, même pas, hein, des fois, là ici 2 jours. Donc franchement ça va extrêmement vite, hein, extrêmement vite. Là vous voyez Pakrovsk, donc ils ont décidé de mettre le paquet, donc ils ont pris des unités ici, vu qu'il y a presque plus d'attaque là de toute manière, donc ils se mettent en petite défensive ici, ils prennent un maximum d'hommes pour les envoyer ici, parce que évidemment, comme je ne cesse de vous le répéter, le plus important, c'était Selidovo et Kurakowie. Donc, ils ont pris des troupes ici pour faire ces avancées-là. Parce que, évidemment, faire une avancée quand l'ennemi fuit, bon, certes, c'est facile, mais il faut quand même avancer sur quand même 200-300 km. Hein. Si on prend toute cette zone-là, il y a, à mon avis, au moins 200-300 km, hein, si ce n'est plus, hein, si on prend tout ça, toute cette circonférence. Donc il faut quand même des hommes pour avancer et se battre. Hein. Donc ça ne peut se faire qu'avec un grand nombre d'hommes, hein, parce que attaquer, c'est beaucoup plus difficile que de défendre. Voilà. Et défendre ici quand il y a rien là, ou presque rien là, forcément ça vaut le coup de faire cela. Bon, bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette zone-là. Là, sur Toletsk, alors là, par contre, sur Toletsk, il s'est passé une chose que je n'ai jamais vue en 2 ans et demi. C'est-à-dire que là, sur Toletsk, les Russes ont reculé. Ils ont reculé. Et les Ukrainiens n'ont pas avancé. C'est pour ça que j'ai mis une épingle rouge et non pas une épingle bleue. Donc là, les Russes ont reculé.
Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi. Ils ont reculé. Alors, il y a des blogueurs russes qui disent en fait les troupes ont reculé parce qu'en fait, au final, ils voudraient faire une percée au nord sur Krimskié, pardon, sur Krimskié, voilà, prendre ce terril et hop, faire une sorte de tenaille comme ça, voilà, comme ça, entourer la ville vers le nord, ils auraient changé d'avis. Voilà, alors là je suis dans la conjecture, hein. Là c'est moi qui fais une hypothèse en reprenant ce que dit certains blogueurs russes. Alors donc voilà, donc retraite russe, mais les Ukrainiens n'en ont pas profité. Je ne sais pas pourquoi, faute de moyens, bref, peu importe. Là sur Tchassiviar, qui est le deuxième endroit le plus important de la carte militaire, eh bien Tchassiviar, le plus grand verrou du front, bah il n'y a pas eu de vraie avancée russe. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que les Russes en fait veulent avancer comme ça pour prendre cette route d'approvisionnement principale. C'est une grande route. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune pour la visualisation. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en jaune. Donc, et c'est pour ça qu'il y a ce saillant. Donc en gros, Tchassiviar, ils vont faire comme avec Paklovsk, c'est-à-dire le prendre vers le sud apparemment. Et faire comme ça. Et peut-être de faire un très grand chaudron, c'est-à-dire de prendre les villes comme ça, de laisser en défensive ici, de prendre les villes comme ça, le chapelet, et hop, de revenir en arrière. Alors je ne sais pas s'ils vont aller jusque-là ou jusque-là, mais en tous les cas, bloquer cette route d'approvisionnement qui alimente Tchassiviar, qui est là, qui est une grande route. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai lu. Alors, plus au nord, donc là vous voyez le fameux Kramatorsk et le fameux Slaviansk, hein, je les ai entourés d'un triangle parce que c'est les proies les plus importantes du front pour les Russes. Et c'est Tchassiviar, le grand verrou, qui permet à l'Ukraine de pouvoir résister encore, parce qu'une fois que Tchassiviar sera tombé, là c'est fini, hein, parce que là c'est extrêmement renforcé ici. Là, les Russes, ils iront, je pense, vers le nord, comme ça, directement, pour prendre ces deux proies-là. Krasny Liman, il ne s'est pas passé grand-chose à part une avancée ici, donc sur Tolskié, il y a une petite avancée, une petite avancée entre guillemets, hein, quand même, il y a une avancée, on va dire, là, une petite avancée sur Telny. Voilà, et voilà, j'ai laissé les deux flèches parce que évidemment le but c'est de prendre Krasny Liman. Faut savoir qu'au début de la guerre, Krasny Liman, alors Krasny Liman c'est en russe, hein, Liman c'est en ukrainien. Les Russes étaient là, hein, ils ont fait une retraite il y a très longtemps de cela, et donc ils veulent reprendre Krasny Liman qui est un futur énorme point logistique, mais là on n'y est pas encore. Et là vous voyez que dans la région de Kupiansk il y a eu des avancées nombreuses ici, et là vous voyez que là ils sont en train de s'appuyer, comme je vous le dis depuis des mois, c'était leur but, sur la rivière Oskol. Donc ils sont en train de s'appuyer, c'est leur but, hein, ils veulent s'appuyer sur la rivière Oskol, fortifier, renforcer avant d'aller plus loin. S'ils vont plus loin. En tous les cas, tous les rapports que je lis, c'est ils veulent s'adosser sur la rivière Oskol. Là, vous voyez, il y a eu des avancées nombreuses, alors que d'habitude, dans le nord, il se passe quasiment rien. Là, grosse avancée ici, toujours vers Kupiansk. Là, grosse avancée ici. Ils ont pris la ville de Petrovka, pardon, difficile à dire. Et donc là, ils ne sont plus qu'à 2 km de Kupiansk. Alors j'ai fait un 2 qui est pas très beau, mais bon, vous avez compris. Là, ils ne sont plus qu'à 2 km. Ils ne sont plus qu'à 2 km de la ville de Kupiansk. Alors ça, c'est une proie vraiment majeure, hein. Alors là, Kupiansk qui tombe, ça va être énorme. Énorme. Alors on n'en est pas encore là, mais ça va être terrible.
Kupiansk qui tombe, ça va être absolument terrible. C'est la proie la plus importante du nord. Là, du milieu, Kramatorsk, Slaviansk, encore plus gros même que Kupiansk. Mais dans le nord, c'est Kupiansk, hein, bien évidemment. Là, dans le fameux front Lipsy, Wolfchansk, tout ça, rien ne s'est passé. Dans la région de Kursk, il y a eu une petite avancée. Apparemment, les Russes ont complètement pris cette ville-là. Donc, il y a eu une petite avancée russe qui ont permis de prendre entièrement cette ville-là. Donc, comme vous pouvez voir, ils se rapprochent beaucoup de Souja, hein, qui est le quartier général ukrainien de Kursk, et qui est alimenté par Soumy. Le problème, c'est qu'il était alimenté par Soumy, parce que ça fait des semaines et des semaines que tout cet endroit de Kursk n'est pas approvisionné. Par contre, alors dans le sens logistiquement, par contre, il est approvisionné en troupes, hein. Il y a énormément de véhicules blindés et de troupes qui arrivent, hein, pour se battre, hein. Hein, mais il n'y a plus d'approvisionnement en munitions, en vivres, etc. depuis longtemps. Parce que là, ils arrivent pour se battre, hein, pas pour approvisionner Souja. Alors pourquoi, vous allez me dire, et comment les Russes arrivent à faire ça? Bah, c'est tout simplement parce qu'ils savent que Souja, c'est l'endroit le plus important, c'est le quartier général ukrainien à Kursk. Donc en réalité, c'est bombardé par l'artillerie en permanence, avec des drones et des bombes planantes. Donc Souja est complètement isolé. Alors comme ils ne peuvent plus approvisionner les Ukrainiens Souja, ils envoient malgré tout des troupes et des véhicules blindés pour se battre, parce qu'il faut tenir, hein. Là, les Russes, ils mettent le maximum ici, hein, tout autour, hein. Ils mettent tout ce qu'ils peuvent de la région, ils l'ont envoyé, hein. Et les troupes les plus nombreuses russes sont les Tchétchènes, voilà, qui eux sont farouches, hein. Donc là, il y a une pression terrible russe en permanence, et pour le prestige de Zelensky, puisque évidemment ce n'est que pour ça, et pour les médias, eh bien ils envoient tout ce qu'ils ont là, tout ce qu'a l'Ukraine, bah, ils envoient tout ce qu'ils peuvent à Kursk, et ce qui fait que ça affaiblit considérablement tout le reste du front, mais ce qui compte là pour Zelensky, c'est Kursk, voilà. Voilà. Alors que Kursk, en fait, compte pour absolument rien. Il n'y a rien de militairement intéressant à Kursk. Ce qui est militairement intéressant, c'est là, bien évidemment, hein, parce que les forteresses et tout était là. Tout était ici, hein. Dans la zone de Zaporijie, Donetsk, c'était ici, hein. Et puis un peu Kupiansk, mais beaucoup moins. Vous voyez? Donc là, les Ukrainiens résistent parce qu'ils envoient tout ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'ici, là, dans toute cette zone, il y a un cimetière de véhicules blindés et de chars, mais qui est extrêmement impressionnant. J'ai vu les vidéos, c'est sans fin, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et c'est que du matériel de l'OTAN. Voilà, bon. Ici, il y a une tentative d'avancée ukrainienne vers Vélozolier, mais ils se sont fait massacrer. Et là, plus haut, j'ai noté, là, alors là, très loin de Kursk, il y a une tentative de mercenaires de l'OTAN. Et là, pourquoi je précise? Parce que là, c'était exclusivement des mercenaires de l'OTAN, exclusivement, et ils se sont fait massacrer aussi. Évidemment, si on en croit les rapports russes, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que c'est en bleu. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, pardon, et là, il y a eu, ils ont envoyé, alors c'est pas très clair apparemment, un missile sur Lugansk, comme ça, sur Lugansk, comme ça, zone, il n'y a rien de militaire, hein. On ne sait pas pourquoi, voilà, ils ont décidé comme ça. Je n'ai pas encore les dégâts, je ne sais pas quels sont les dégâts. Mais apparemment, c'était une petite chose. Était-ce un gros drone ou un tout petit missile? Je ne sais pas trop. Je crois que pour moi, c'est plutôt un drone plutôt qu'un missile. J'ai vu dans des rapports dire un missile, mais j'y crois pas. Pour moi, c'est un drone qui est tombé sur Lugansk.
Et je le dis pourquoi c'est plus probablement ça, parce qu'apparemment il n'y a eu aucun mort. Voilà, donc une frappe de vengeance, hein, voilà. C'est comme le drone qui a frappé le camp de Tchétchène ici. C'est histoire de dire bon bah on a des drones, on sait pas quoi en faire, on va les envoyer quelque part, quoi. Alors maintenant vous allez me dire mais pourquoi ils les envoient pas sur les Russes qui sont sur le front? Pourquoi à chaque fois c'est en Russie, dans des zones qui sont même pas militaires, quoi, à part le camp de Tchétchène bien sûr. Mais pourquoi Lougansk, on sait pas. Pourquoi ils envoient pas leurs forces, tout ce qui reste sur le front là, ici, sur les Russes? J'ai jamais compris. Bon, alors, quoi, si, quand je dis jamais compris, c'est pas vrai. Je sais bien pourquoi. Mais ils pourraient, en envoyant tout ce qu'ils ont, ils pourraient peut-être passer outre les brouillages électroniques russes. Je sais pas, avec le nombre envoyer là où c'est le moins brouillé électroniquement. Parce que c'est ça, hein, en fait, pourquoi ils envoient jamais d'HIMARS, de MLRS, de drones sur le front, bah, c'est parce qu'il y a un tel brouillage de guerre que ça sert plus à rien, hein. Vous vous souvenez, RUSI, l'Institut britannique, avait dit qu'il perdait 10 000 drones par mois environ, les Ukrainiens sur le front, c'était à cause du brouillage. C'est pour ça qu'ils ont arrêté vraiment d'envoyer ces HIMARS, ces MLRS, ces drones sur le front. Mais ils pourraient tout concentrer, moi c'est ça que je ferais, ils pourraient tout concentrer, tout ce qu'ils ont, l'envoyer sur une seule cible, et peut-être qu'il y en a qui passeraient quand même, malgré tout. Voilà, parce que je crois pas que les Russes aient mis des brouilleurs de guerre sur toute la ligne de front, tous les 100 mètres. Je ne le pense pas. Mais encore une fois, qui suis-je, hein? Je ne suis pas un spécialiste. C'est moi qui lance ça comme ça. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.